Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine au programme, on va parler de politique intérieure avec l'arrivée d'Elisabeth Borne à Matignon, mais aussi de politique internationale avec la poursuite du conflit en Ukraine. Mais avant toute chose, comme chaque semaine, je vous demande votre participation pour faire fonctionner cette émission, d'autant plus que nous revenons tout juste sur YouTube après un nouvel épisode de censure, ce qui ne nous a pas empêché d'atteindre les 500 000 abonnés. Dommage YouTube. Allez, je compte sur vous, c'est parti. Et pour cette émission, je suis avec François Asselineau. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors première question d'actualité, François Asselineau. Elisabeth Borne est désormais arrivée à Matignon. Je vais donc vous poser la question la plus stupide qu'on a entendue tous les jours. Est-ce que vous êtes heureux de voir une femme à Matignon, François Asselineau? Franchement, je pense que c'est des débats d'arrière-garde. Tout le monde les gens s'en fichent un peu. Moi, ce que je pense, c'est qu'on ne devrait pas choisir un Premier ministre, ni un président de la République d'ailleurs, en fonction de son sexe, mais en fonction de sa compétence et aussi de son esprit démocratique. C'est-à-dire, est-ce qu'il va mettre en place ce que souhaitent les Français. Voilà. Madame Borne, à l'évidence, n'a pas été choisie sur ses critères. Elle a été choisie sur sa fidélité, pour ne pas dire sa docilité vis-à-vis du président de la République. Et le temps qu'a mis Macron à la nommer montre qu'il est lui-même pas très emballé. Elle part pas sous des auspices extraordinaires, pour tout dire. C'est que, à l'évidence, il a cherché partout. Il s'est pris des râteaux, comme on dit un petit peu familièrement. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de femmes qui lui ont dit non. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi elles lui ont dit non. Mais je suppose qu'il avait peut-être fait comprendre que c'est lui qui déciderait de tout. Et puis, Madame Borne a accepté l'inacceptable. Que le Premier ministre accepte d'arriver à Matignon et qu'il y a déjà, depuis une semaine, son directeur de cabinet qui a été choisi par M. Macron, ça ne va pas. Moi, j'ai été en cabinet ministériel, sous la période Mitterrand, pendant la cohabitation, quand j'étais au cabinet de Monsieur Longuet, et après ça, j'ai été sous la présidence Chirac. Et j'ai vu déjà ce que c'était, c'est-à-dire que avec le gouvernement Balladur, Monsieur Longuet, il avait choisi lui-même son directeur de cabinet, et Mitterrand, alors on était en cohabitation. Quand j'étais directeur de cabinet de Madame de Panafieux, c'était quand même le secrétaire général adjoint de l'Élysée qui m'avait téléphoné pour me demander de diriger le cabinet de Madame de Panafieux, alors que j'avais fait sa connaissance. Elle avait déjà été un petit peu pilotée dans cette direction. Et quand j'étais au cabinet de Monsieur de Charette aux Affaires étrangères, eh bien, c'était un secret de polichinelle que de savoir qu'en fait l'Élysée pilotait. Donc c'est pas tout à fait nouveau. Mais ce qui est quand même nouveau, c'est que là, ça prend des proportions. C'est que ça se cache plus, considérable. Et que Madame Borne aurait quand même pu mettre les bornes, si j'ose dire. C'est-à-dire, elle aurait dit, attendez, je vais quand même choisir mon principal collaborateur. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut que les gens ne comprennent pas toujours très bien ce que ça veut dire. Un ministre, il est entouré d'un cabinet, et le directeur de cabinet, c'est la doublure du ministre. C'est lui qui a en général la délégation de signature pour tout. Il peut signer des arrêtés ministériels. Il peut même, je crois, signer des décrets où la co-signature du ministre en question est nécessaire. Il peut représenter le ministre, notamment à des réunions interministérielles, voire les piloter. Donc c'est vraiment la doublure du ministre. Alors si cette doublure, en fait, obéit à l'Élysée... c'est la doublure de l'Élysée. Voilà, c'est la doublure de l'Élysée. Donc ça veut dire que Madame Borne va avoir une marge de manœuvre extraordinairement faible. D'autant plus que tout le monde sait que M. Macron, il a quand même tendance à se mêler d'un petit peu tout. Moi, ce que je trouve d'ailleurs dans ce remaniement qui est à venir, puisque donc là, nous sommes vendredi, donc c'est cet après-midi qu'il va y avoir, paraît-il, la nomination. Moi, ce que je vois, c'est que je ne crois pas qu'on ait vu dans l'histoire de la Ve République un tel nombre de défections. Non seulement toutes ces femmes qui ont été contactées, qui ont dit non, merci bien, j'en veux pas, etc., ce qui affaiblit d'emblée la position de Madame Borne, mais aussi le nombre de ministres qui s'en vont en courant. Enfin, Monsieur Castex, à l'évidence, était dans une situation où il voulait partir au plus vite. Il en avait... On l'a retenu, d'ailleurs. Oui. Enfin, sauf avec cette petite vacherie aussi de Macron de l'empêcher d'aller à la canonisation de Charles de Foucauld au Vatican. C'est pas très gentil. Mais à l'évidence, Castex voulait partir. À l'évidence, il y a des ministres. Cédric O. On n'a pas beaucoup parlé de Cédric O. Au numérique, oui. Voilà, dans le numérique.
il a fait savoir qu'il voulait pas rester. Monsieur Djebari au transport, il faisait des trucs sur TikTok qui étaient presque narquois vis-à-vis du président de la République. Il se fichait ouvertement en fait de Macron, donc lui il part dans le privé. On croit comprendre qu'il y a un certain nombre de ministres qui s'en vont finalement en poussant un ouf de soulagement. Et d'ailleurs le fait que Mme Borne mette tant de temps à avoir ce nouveau gouvernement, j'imagine quand même que Macron, depuis des semaines, il y a réfléchi. Ça prouve quand même qu'ils ont des difficultés, à mon avis, à trouver des personnes qui acceptent ou qui soient présentables pour faire ce gouvernement. Voilà, on va voir la suite des événements, mais je crains que cette suite ne soit qu'à la suite de tout ce qu'on a vu et que ça soit tout sauf une renaissance. Parce que le grand bug de tout ça, c'est que on s'attendait quand même à des personnalités nouvelles. À la limite, je pense que Mme Vautrin eût été à tout prendre préférable. On s'aurait fait une nouvelle personnalité. Les Français, pendant quelques semaines, quelques mois, ont eu un sentiment de neuf. Alors que là, voilà, si vous avez Mme Borne, Premier ministre, si vous avez un certain nombre de grands ministères qui échouent au même, il va y avoir la renaissance n'est pas à l'ordre du jour. D'ailleurs, c'est un slogan complètement délirant au passage. Quand on a été président de la République pendant 5 ans, lancé son nouveau pontificat, si j'ose dire, en disant maintenant c'était la renaissance, c'est-à-dire que ça veut dire quoi de façon subliminale? Ça veut dire que j'ai tué le pays, quoi. Oui, bien sûr. Non, c'est pas bon. Je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon, qui parle d'Elisabeth Borne quand elle a été annoncée à Matignon. Nous avons appris la démission du Premier ministre Jean Castex, à qui nous souhaitons de bonnes vacances, et la nomination de Madame Elisabeth Borne comme nouvelle Première ministre de notre pays. Cette nomination se porte sur une femme qui a toutes les compétences et les qualités personnelles pour assumer la tâche qui lui a été confiée. En effet, elle incarnera la continuité de la politique du président de la République et des précédents premiers ministres du premier quinquennat. C'est donc en quelque sorte une nouvelle saison de maltraitance sociale et écologique qui commence. Vous partagez cette courte analyse, une période à venir de maltraitance sociale notamment? Je pense qu'on va vers des jours moches. Ça va continuer, je suis assez d'accord. Je pensais que vous alliez citer le tweet qu'a fait Mélenchon où il a dit ma prédécesseur a été nommée. Oui. Parce que là, il a quand même aussi un peu, à mon avis, un petit peu mis la charrue avant les bœufs, comme on dit. Je ne suis pas sûr du tout que M. Mélenchon sera le futur Premier ministre. Mais oui, il a raison sur le fond de dire qu'effectivement, ça va continuer. Là où il a un petit peu tort, c'est qu'il ne précise pas, bien entendu, que c'est pas Macron qui décide, que tout ça est décidé au-dessus et ailleurs. C'est toujours la même histoire. C'est toujours la question européenne. Et là, on voit bien que toute cette campagne sur les législatives, une partie en tout cas de la campagne sur les législatives, a amené M. Mélenchon à sortir un petit peu du bois en parlant du fait qu'il allait désobéir aux traités européens. Bon, enfin tout ça n'est pas très sérieux du point de vue juridique. C'est un refrain qui vient assez régulièrement dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai, mais ce que je vois, ce dont je me félicite, c'est que quand même, on voit bien que les questions que j'ai mises sur la table depuis 15 ans, et ça va faire 15 ans et demi que je parle aux Français de ça, mais elles sont là. Elles sont là, on peut cacher, on peut fermer la porte, on peut mettre les poussières sous le tapis. C'est là et bien là. Et donc, ces questions européennes vont toujours être là, jusqu'au jour où les Français, dans leur grande majorité, commenceront à comprendre. Et ce qui m'attriste, en fait, quand je vois certains débats, quand je regarde sur certains forums, c'est que je constate qu'il y a quand même encore une très grande majorité des Français qui n'ont toujours pas compris que la France maintenant n'est plus qu'une colonie américano-bruxelloise et que en fait toutes les grandes décisions sont prises ailleurs que par les Français. Et les gens commencent à voir quand même que sur l'affaire ukrainienne, russe, les gens, voilà, ils commencent à comprendre que déjà notre politique étrangère, il y a quelque chose de bizarre, la politique sociale, la politique économique, ils commencent à comprendre. Et de ce point de vue-là, il faut un peu se féliciter que Mélenchon ait repris une large partie d'ailleurs de mes analyses, mais pour les biaiser, les tordre, pour faire semblant qu'il, lui, il pourra faire autrement. Non, il ne pourra pas faire plus que Tsipras en Grèce, qui avait été obligé de se plier. C'est-à-dire que, comme vous le savez, mais je l'ai dit 50 fois, ça sera la 51e, soit on est dans l'Union européenne et on applique les directives,
et on applique, soit on n'y est pas, voilà, et on sort de l'Union européenne. Mais entre les deux, ça ne peut être que des choses à la marge. Monsieur Mélenchon dit qu'on va désobéir au traité, c'est pas nouveau. Si les gens qui m'écoutent peuvent aller sur Wikipédia, regarder, il y a une rubrique, c'est sur les procédures en manquement de l'Union européenne. Alors malheureusement, ils ont fait un tableau qui s'arrête jusqu'en l'an 2000, mais de 1957 jusqu'à 2000, je crois, il y a eu, pour ce qui concerne la France, 250 procédures en manquement, 260 ou 280 pour l'Allemagne. Donc c'est pas nouveau que de temps en temps on ne respecte pas les traités, mais sûr, oui. il y a des pénalités qui sont affectées, et puis surtout, on ne remet pas en cause les fondements. Voilà. C'est-à-dire que M. Mélenchon, il fait croire qu'il pourra lutter contre les délocalisations, mais lutter contre les délocalisations voudrait dire qu'il refuse d'appliquer la libre circulation des mouvements de capitaux. Or ça, c'est un des piliers. Donc ça, il ne pourra pas. Ce qu'il peut faire, c'est éventuellement à la marge tarder à mettre en œuvre la directive sur tel ou tel produit phytosanitaire. Ça peut le faire. Ça a déjà été fait, on a déjà été pénalisé. Il me semble avoir vu, je le dis sous toute réserve, mais que la France, en 2020, a dû payer quelque chose comme plus de 2 milliards d'euros de pénalités, justement sur des manquements sur telle ou telle réglementation européenne. C'est ce manque de marge de manœuvre qui vous pousse aujourd'hui à prendre du recul un peu et à ne pas aller aux élections législatives, François Asselineau ? Alors, c'est pas uniquement la raison, c'est que, comme vous le savez, je n'ai pas réussi donc à obtenir les parrainages. Disons que j'ai eu un certain nombre d'obstacles qui ont été mis devant ma route. Et en particulier, j'ai eu au téléphone M. Bayrou lui-même, qui m'a donc... j'ai compris d'ailleurs qu'il avait sous son coude toute une série de parrainages en blanc, en fait. Cette procédure est totalement illégale et inconstitutionnelle. Enfin, il a préféré promouvoir quelqu'un comme Poutou, un deuxième candidat trotskiste à la présidence, à l'élection présidentielle, que moi-même. Donc ça a eu un très gros inconvénient pour notre mouvement, c'est que j'ai pas bénéficié de cette médiatisation à laquelle j'aspirais, pas pour ma gloriole, simplement pour faire passer nos analyses, puisque j'eusse été à cette occasion le seul candidat à proposer la sortie de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN. Bien. Je rappelle au passage, et ça n'est pas de la polémique, mais c'est la vérité, que M. Dupont-Aignan, par exemple, ne proposait pas la sortie de l'Union européenne. Il proposait un référendum pour une autre Europe de projets, de coopération entre les nations, avec un droit français qui serait privilégié sur le droit communautaire. Donc, en fait, il proposait une autre Europe comme tous les autres. Et il faisait silence sur le fait qu'il faut avoir l'unanimité des États membres pour modifier les traités. Donc, j'aurais été, à ce moment-là, le candidat du Frexit. Je pense que c'est intéressant de voir que tout a été fait pour m'empêcher d'être candidat. Et du coup, eh bien, ça ne nous a pas permis d'avoir l'argent nécessaire pour faire comme en 2017 où nous avions présenté des candidats aux législatives dans 574 des 577 circonscriptions. Mais d'un autre côté, et ça a eu un avantage, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me regardaient encore avec une certaine suspicion, pour qui je roulais, etc., etc. Et là, ils commencent à comprendre, enfin je vois beaucoup de gens qui commencent à se dire, mais finalement, ce Asselineau qu'on a soupçonné finalement de tous les péchés du monde, bah finalement c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un qui se bat, et puis là il n'a pas réussi, et puis il le dit, et puis voilà, et puis je ne roule pour personne sauf pour les Français. Ce qui me vaut d'être dans la rue, d'être souvent abordé par des gens qui me disent continuer, mais beaucoup plus qu'avant. Et puis on fait des gros succès sur notre chaîne UPR TV, que j'en profite pour dire au passage. Voilà, donc il y a une chose et son contraire. S'agissant des législatives, par ailleurs, je suis assez pessimiste. Vous avez vu les sondages ont raison. Je pense que Macron, malheureusement, va avoir une large majorité en sa faveur. Voilà, c'est tout. Parce que c'est assez incroyable quand même quand on y pense. Mais parce qu'on a un système électoral qui est extraordinairement... Enfin, tout est verrouillé en France sur les élections. On empêche les candidats d'être... Les candidats comme moi sont empêchés de participer à l'élection présidentielle. Si je l'avais été, d'ailleurs, j'aurais eu 0, et quelques % de temps de parole. Comme ça a été le cas de Jean Lassalle, de Mme Arthaud, de M. Poutou, de M. Dupont-Aignan. Ils ont eu des petits pouillèmes, et 3 semaines avant l'élection. Donc, tout ça est absolument verrouillé. Et s'agissant des législatives,
on va avoir ce résultat assez probable qu'il est possible que Mme Le Pen et le Rassemblement national d'un côté, Monsieur Mélenchon et sa NUP de l'autre côté fassent des scores en pourcentage au premier tour tout à fait significatifs, mais qu'au deuxième tour, au bout du compte, ils se retrouvent avec finalement pas tant de députés que ça, parce que c'est le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours par circonscription. Il n'y a pas une élection, il y en a 577. Il n'y a absolument pas de dose de proportionnel. Et donc les gens, eh bien, ils se décident dans chaque circonscription en faveur des gens qu'ils connaissent. Il y a un phénomène de notoriété. Je ne serais pas surpris, par exemple, que le Parti socialiste et les Républicains retrouvent peut-être un petit peu de couleur, parce que quoi que les Républicains sont tellement... Mais ils peuvent retrouver un petit peu de couleur. Ce que je pense plutôt, c'est qu'il va y avoir beaucoup de dissidence. Voilà. Lorsque vous avez sur les 577 circonscriptions, l'accord de M. Mélenchon en a accordé 70 au Parti socialiste. Dans les 507 circonscriptions restantes, je ne suis pas sûr qu'il va y avoir des socialistes qui vont tous accepter de voter à la règle de voter pour un ELV, pour un PCF ou pour un LFI. Donc il va y avoir des tentations par exemple, de Mme Delga dans toute sa région, il va y avoir des candidatures dissidentes d'ex-partis socialistes. Et donc c'est possible qu'il y en ait la même chose avec des ELV, qu'il y en ait, voilà. Donc je pense qu'il va y avoir un éparpillement possible de cette affaire. Qui sera donc en faveur d'Emmanuel Macron. Oui, de même qu'à droite, il y aura certainement un éparpillement entre entre le RN, Zemmour, tel ou tel petit parti, ou des dissidents de LR. Enfin bon, donc il y a un éparpillement et tout ceci favorise en fait Macron, quoi, voilà. Est-ce que vous donnez une consigne de vote ? Non. Alors moi je donne pas de consigne d'abord. Des conseils ? Des conseils de vote. Moi j'aurais tendance à dire la même chose que avant le premier tour de la présidentielle. Je dirais aux gens qui me font confiance de voter comme ils le sentent. Mais de tout faire en tout cas pour voter pour soutenir Macron. Je préférerais quand même qu'il n'y ait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc je préférerais quand même qu'il y ait un groupe important du RN et un groupe important de la NUP pour essayer de faire quand même, d'empêcher Macron de faire n'importe quoi. Donc en gros, voter utile contre Macron, quoi. Voilà, c'est ce que je conseillerais de faire, selon les sensibilités de chacun. Nous, à l'UPR, on a des gens vraiment de toutes les sensibilités, donc soit de droite ou d'extrême droite, comme on dit, extrême droite, ou de gauche ou d'extrême gauche. Mais voilà, à mon avis, essayer de battre Macron. Le pire serait qu'il ait une majorité écrasante. Une majorité écrasante, c'est ça qui serait le pire. Mais malheureusement, je crains que ça n'arrive. Alors François Asselineau, on va passer au deuxième gros volet de cette émission, c'est l'international, je l'ai annoncé tout à l'heure. On a vu cette semaine la reddition des soldats ukrainiens qui étaient retranchés dans la Syrie, Azovstal, à Mariupol. À peu près au même moment, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, s'exprimait en visioconférence devant le festival de Cannes. Il faisait l'apologie des similarités entre le cinéma et la guerre. Qu'est-ce que ça vous évoque Alors, plusieurs choses. Si je crois bien suivre l'actualité, il y a encore une petite moitié des combattants qui sont encore tapis dans la Syrie de Mariupol au moment où on parle. Enfin, c'est la fin, quoi. La reddition a commencé. C'est très important. Parce que ça veut dire que désormais, la Russie a mis la main sur tout le littoral ukrainien, depuis la frontière russe presque jusqu'à Odessa. C'est-à-dire que désormais, la mer d'Azov est entièrement entourée par la Russie et ils sont peut-être en train, si les Russes prenaient Odessa, ils couperaient l'accès à la mer pour l'Ukraine. Ça veut dire, au passage, que tout le narratif qui a été dit aux Français sur le fait que l'Ukraine va gagner la guerre, que la Russie c'est la débandade, etc., c'est faux. C'est faux. Je pense que la Russie a connu certainement des choses plus difficiles qu'il n'imaginait, ne serait-ce que déjà, je pense que, j'en sais rien, mais je pense que Vladimir Poutine n'avait pas anticipé le soutien massif de l'OTAN et de l'Union européenne à l'Ukraine. Je pense qu'il avait dû plutôt anticiper que ça permettrait d'aller rapidement à la table de négociation. Alors que là, le soutien massif en armement au régime de Kiev
en fait, pousse les Ukrainiens, enfin certains, les Ukrainiens kieviens, si j'ose dire, à essayer de poursuivre un combat qui, à mon avis, est perdu d'avance, ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien, parce qu'il va y avoir forcément des morts. Donc ça, c'est la première chose. Et je pense que Moscou, en ce moment, est en train de marquer beaucoup de points. Deuxièmement, Zelensky, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a quand même tendance à oublier en France que c'est quand même quelqu'un qui est corrompu jusqu'à l'os. Il suffit de reprendre des journaux du mois d'octobre 2021. Ça en fait pas quelque chose de très original. Non, c'est vrai, mais c'est quand même de là en faire un saint de l'Église, de la Sainte Église euro-atlantiste, c'est quand même une marge. Ce que je pense, c'est que c'est quelqu'un qui est là, de toute façon tout n'est que cinoche avec ce type. Il a toute une garde-robe kaki, je sais pas, il a dû faire des commandes extraordinaires. Il va lancer une collection. Il paraît que même en France, l'explosion des t-shirts kaki. Mais bien sûr, il va lancer. Moi, je pense qu'il devrait faire une griffe, si vous voulez, Zelensky Fashion, enfin le truc comme ça. On voit que tout ça n'est pas sérieux. Voilà. On voit surtout que il y a quelque chose qui est vraiment dramatique si on prend la hauteur de vue nécessaire. C'est que l'Occident est en train de s'enfermer dans sa folie, en fait. C'est quand on dit que la Russie est isolée. Non, non, non. Non, la Russie n'est pas isolée. La Russie s'entend très bien avec la Chine, avec l'Inde, avec les pays d'Afrique. C'est nous qui sommes en train de nous faire chasser du Mali, du Tchad. Et vous avez vu ces foules en Afrique qui sont là à brandir des drapeaux et des Russes et des portraits de Poutine. Dans ce qui était autrefois les pays les plus proches de la France, comme le Mali ou le Tchad, l'Amérique latine, etc. Une très grande, c'est Madame Sylvie Berman, qui était anciennement ambassadeur de France en Russie, que j'ai connue, qui est une grande professionnelle et qui a fait un mini-scandale il y a quelques semaines où elle a dit ce que je me disais moi-même, c'est-à-dire que 82% de la population de la planète, en fait, ne critique pas Poutine dans cette affaire. Et ce qui est incroyable dans toute cette affaire, c'est de voir que l'Occident fonce tête baissée vers sa propre déchéance. Il y a eu un discours de Vladimir Poutine devant des chefs d'entreprise il y a quelques jours. J'ai fait d'ailleurs une série de tweets là-dessus, où il a expliqué de façon très posée que les pays d'Europe étaient en train de se suicider économiquement. Et il l'a dit d'une façon, avec une logique absolument implacable. Puisque les pays d'Europe refusent l'approvisionnement énergétique russe, a-t-il dit, ils vont finir par en trouver ailleurs. On va pas complètement, mais à des prix skyrocketing, comme on dit en américain, hein, c'est le cas de le dire. C'est du GNL américain, des trucs on va faire monter à des prix très très élevés. Ça, c'est le premier point. La conséquence, a dit Poutine, c'est que l'Union européenne va devenir la zone du monde où le prix de l'énergie sera le plus cher. Ce qui est bien parti pour. Beaucoup plus cher qu'en Chine, qu'en Russie, qu'en Inde, que partout ailleurs, sans compter les pays du Moyen-Orient. Donc la conséquence qu'il en tire, c'est que les entreprises qui sont situées en Union européenne, et pas les États-Unis, mais je parle bien de l'Union européenne, les entreprises qui sont situées en Union européenne vont devenir encore moins compétitives, alors qu'elles ont déjà des gros problèmes de compétitivité vis-à-vis des pays émergents. Et donc, il n'y voit qu'une chose, c'est un véritable suicide économique des pays de l'Union européenne. Et il a conclu son discours en disant « Mais ça, ce sont les affaires intérieures des pays de l'Union européenne. Ils obéissent à leur suzerain américain, US Overlord ». Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire, et je suis sidéré par cette espèce d'absence totale de réflexion. On a l'impression d'un système de lemming. Les chefs d'État de l'Union européenne, ce seraient 27 lemmings qui se précipitent pour se suicider, parce qu'en fait, ils ont probablement un pistolet sur la tempe. Je ne sais pas. Normalement, le devoir de la France eût été de prendre leur distance par rapport au délire de la Commission, d'essayer d'arriver à faire venir à une table de négociation la partie russe, la partie ukrainienne, mais aussi les États-Unis. N'oubliez pas quand même que c'est le secrétaire d'État américain, il y a 3 jours ou 4 jours, le secrétaire à la Défense des États-Unis, qui a demandé à la Russie d'avoir un cessez-le-feu. Alors, du coup, là aussi, ça ruine le narratif. C'est pas une guerre de l'Ukraine contre la Russie, c'est une guerre des États-Unis et de l'OTAN contre la Russie.
C'est ça le truc. Et donc on a affaire en fait à une guerre, une proxy war, comme on dit en anglais, c'est une guerre par contumace, par truchement et par procuration. Et donc ce qui est en train d'arriver, possiblement, c'est que les États-Unis et l'OTAN perdent cette guerre contre la Russie. Ça serait d'ailleurs pas, si vous y réfléchissez bien. On a mis dans la tête des populations occidentales que les États-Unis sont toujours... c'est la fin des films hollywoodiens, c'est toujours, ça se termine toujours bien, etc. Mais en fait, les États-Unis sont battus tout le temps. Ils ont été battus au Vietnam, battus au Cambodge, battus au Laos, battus comment dirais-je, en Irak, battus en Syrie, battus en Afghanistan, battus à Cuba. Enfin, Et là, ils risquent de ressortir dans cette affaire avec un effondrement possible de l'affaire de la guerre en Ukraine. Avec toujours le problème, c'est que ce que je crains dans cette affaire, c'est qu'il y ait des dérapages parce qu'on a quand même affaire aux deux plus grandes puissances nucléaires du monde, hein. Donc il peut y avoir des dérapages, et je pense qu'il ne faut pas prendre quand même trop à la légère cette affaire. Ce qui est certain, c'est que c'est une question existentielle pour la Russie, l'affaire ukrainienne. Les gens qui comparent Poutine à Hitler, j'ai vu dans des blogs, puis on dit ça, Poutine c'est ça, l'Ukraine, mais après il va vouloir la Pologne, l'Autriche, la France. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? L'Ukraine, la Russie, c'est un pays immense, et d'ailleurs très sous-peuplé. Donc c'est pas de ça qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est que l'Ukraine n'a pas respecté les accords de Minsk. Ça fait 8 ans que l'Ukraine est conseillée, armée, financée par l'OTAN, et que là, tout le monde le savait. Enfin, vous avez vu, il y a des quantités de géopoliticiens, y compris de secrétaires d'État comme Kissinger, etc., Zbigniew Brzezinski. Tout le monde a dit. On ne doit pas toucher à l'Ukraine. De même que c'est quand même qu'on ne pouvait pas mettre des missiles à Cuba en 62, ou de même qu'on ne pourrait pas mettre des missiles russes au Mexique à quelques kilomètres de la frontière du Texas, parce que ça fâcherait évidemment les gens. Il faut respecter cela. Ça n'a pas été respecté. Et donc, il y a évidemment un problème absolument vital du point de vue de la Russie qui n'acceptera pas ce système. Alors, vers où va-t-on ? Moi, ce que je pense, c'est que la France ne joue pas son rôle dans cette histoire. Elle devrait avoir une position beaucoup plus déterminée et nationale et dire j'arrête de donner des armes à l'Ukraine. Il faut faire venir les gens aux tables de négociation. Notez bien que des pays beaucoup plus petits que la France, comme la Hongrie, ou quand même des puissances économiques inférieures comme la Turquie, ont des prises de position nationales qui vont vers un sens de beaucoup plus de calmer le jeu. Donc en fait, Macron, il est là, il virevoltant, il fait croire que il se fait prendre en photo par Madame Soisig de là, je sais pas quoi là, qui le prend en photo, il prend des mines, mais en fait c'est un pantin, c'est comme Zelensky. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Un président de la République française ne se comporte pas comme ça, et nous devrions arrêter depuis belle lurette d'envoyer des armes à l'Ukraine. Alors justement, cette semaine, le chef d'état-major des armées a fait un tweet où il expliquait s'être entretenu au téléphone avec son homologue ukrainien pour un point sur la situation, et il a expliqué également qu'ils avaient échangé sur l'appui apporté à l'armée ukrainienne par l'armée française. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous ? Tout ça, je trouve ça absolument, d'abord, scandaleux du point de vue des institutions et également extraordinairement dangereux. Scandaleux du point de vue des institutions parce que on sort d'une élection présidentielle. Est-ce que M. Macron, dans son programme, avait dit qu'on allait faire la guerre à la Russie ? Non. Deuxièmement, il y a dans la Constitution un article qui s'appelle l'article 35 et qui prévoit que la déclaration de guerre est faite par le Parlement et que lorsqu'il y a une intervention militaire à l'étranger, ça doit faire l'objet de débats à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y en a eu ? Non. On a l'impression que M. Macron, c'est même pas une impression, il se prend, c'est à nouveau de Ceausescu. Donc ça va pas. Normalement, sur une affaire aussi importante que ça, il faudrait bien vérifier que les Français sont d'accord. Et il faudrait que les Français soient également dûment informés. Parce qu'on veut faire croire aux Français que Poutine serait une espèce d'ogre qui d'un seul coup se serait mis... Voilà. On oublie de dire qu'avant 2022, il y a eu 8 ans, de 2014 à 2022. Il s'est passé quoi pendant les 8 ans ? Voilà. Et donc, je pense qu'on est dans une situation qui est délirante. Délirante parce qu'en plus de ça, il y a quelque chose dont on ne parle pas non plus, c'est l'argent.
Parce que il faut donner de l'argent. Hein, et ce sont des centaines de millions d'euros qu'on donne maintenant. 40 milliards des États-Unis même. Alors voilà. Mais nous, par l'Union européenne, et puis M. Zelensky a commencé à tendre la sébille. Il lui faudrait quelque chose comme à peu près, j'ai fait le compte, compte tenu de ce que il demanderait, je crois, 5 milliards de dollars par mois à l'OTAN. Donc si on fait la quote-part de ce que la France paye à l'OTAN, c'est-à-dire 7,5% du budget de l'OTAN, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on nous sorte quelque chose comme 4 à 5 milliards d'euros chaque année pour l'Ukraine. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'au moment où vous avez des hôpitaux comme le CHU de Bordeaux, par exemple, où il y a tellement manque de personnel que maintenant les patients sont accueillis par des bénévoles. On est en voie de tiers-mondisation en France. Et ce que je dis des hôpitaux, on le retrouve dans les écoles, on le retrouve dans toute une série... Dans l'armée française ? Dans l'armée elle-même. On est à bout de munitions. Et on va donner cet argent à un pays l'Ukraine, qui n'est pas dans l'Union européenne, qui n'est pas dans l'OTAN, et qui va primer sur les besoins énormes que nous avons en France, y compris sur des infrastructures. Je parle souvent de ça parce que je trouve que c'est très préoccupant. Vous savez qu'il y a eu un rapport sénatorial en 2019 qui avait quand même pointé que 7% des ponts et des tunnels en France risquent de s'effondrer à tout moment sur des automobilistes. Donc voilà, c'est plus de la gestion. En fait, M. Macron ne gère pas la France pour l'intérêt des Français. Il le gère pour l'intérêt de puissances extérieures qui l'ont d'ailleurs catapulté à l'Élysée. Alors, je vais apporter de l'eau à votre moulin, mais est-ce qu'il peut faire autrement en étant au sein de l'OTAN ? De toute façon, vous savez ce que je dis moi, je dis qu'il faut sortir de l'OTAN. Voilà. C'est-à-dire que l'OTAN est devenue d'abord une machine à perdre. Je pense que là, on est en train de le voir. C'est devenue une espèce de repli communautaire presque au niveau mondial, si vous voulez. C'est-à-dire que on est en train de se replier autour des États-Unis d'Amérique. Il faut vraiment que les Français comprennent que c'est le camp qui est en train de perdre. J'avais dit ça fait partie. Alors là, c'est un sujet de façon tout à fait stratégique. Au XXIe siècle, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin d'hydrocarbures, de métaux, y compris des métaux rares, du nickel, les terres rares, le lithium, etc. Donc, pour les batteries, pour les écrans plats, pour les trucs à plasma. Enfin, tous les produits, énormément de produits du monde d'aujourd'hui nécessitent des matériaux ou des métaux que l'on trouve, qu'on ne trouve pas en Union européenne ni aux États-Unis. Et les hydrocarbures encore moins. C'est-à-dire que normalement, quelqu'un qui a un stratège, un chef d'État, le chef d'État français devrait regarder à horizon de 20 ou 30 ans. Et il devrait se dire qu'on a intérêt à être en très bons termes avec des pays qui ont justement ces ressources. Il se trouve que ces ressources, on les trouve où? Énormément en Russie, pour tout ce qui est hydrocarbures, énormément de terres rares. Les terres rares, 90% sont en Chine. Bon, énormément également dans le continent africain. Donc c'est avec ces pays que nous devrions être en très bonne relation. Merveille des merveilles, c'est le legs que nous avait laissé Charles de Gaulle. Charles de Gaulle avait une diplomatie mondiale. Charles de Gaulle avait renoué des relations avec la Chine populaire. Charles de Gaulle avait noué la grande commission mixte franco-soviétique. Charles de Gaulle avait une politique dite la politique arabe de la France en de très bons termes avec les pays du Moyen-Orient. Et Charles de Gaulle avait, alors on peut critiquer bien sûr, mais il avait une politique vis-à-vis de l'Afrique où quand même, avec tous les inconvénients que ça présentait, il y avait quand même aussi un intérêt porté à l'Afrique. Moi, je suis favorable à ce que nous reprenions cette politique en renouant de très bonnes relations avec la Russie, avec la Chine, avec le Moyen-Orient, avec l'Afrique. Sous un jour nouveau. Moi, je ne suis pas pour la France-Afrique. Il faut tourner la page. Mais en ce moment, il se passe quoi? Il se passe, si vous regardez bien la politique qui était en fait suivie depuis le départ de Chirac, disons les choses, c'est que d'année en année, il y a une attrition, une baisse, une diminution de l'influence de la France dans tous les pays que je viens de citer. On est de plus en plus en mauvais termes avec la Russie, avec la Chine, avec le Moyen-Orient, avec l'Afrique. On est en train de se faire chasser d'Afrique, ce qui est quand même tragique parce qu'on a des relations très importantes, linguistiques notamment. C'est grâce à l'Afrique que la langue française va devenir la 3e ou 4e langue la plus parlée au monde au XXIe siècle. On devrait avoir avec nos partenaires africains, nos partenaires russes, chinois, qui ne demandent que ça d'ailleurs, des relations extraordinaires. Non, on est en train de nous refermer par l'idéologie européiste, de nous renfermer sur un petit coin du monde,
le monde de l'Amérique du Nord et de l'Union européenne, dont le poids démographique ne cesse de diminuer, dont le poids économique ne cesse de diminuer proportionnellement par rapport aux autres, et qui n'a aucune ressource de matières premières. C'est-à-dire un monde qui est voué, en fait, à entrer en guerre pour s'approprier les matières premières. On est dans le camp qui est voué à faire la guerre aux autres. Comment vous voyez la suite pour cette affaire russo-ukrainienne, puisqu'on voit que les tensions ne sont pas prêtes de s'apaiser. On voit que la Finlande, qui est un pays historiquement neutre, demande son entrée dans l'OTAN, à l'instar de la Suède. Comment vous voyez la suite ? Je ne sais pas. Ce que je vois, c'est que je parlais tout à l'heure de la Turquie. La Turquie a dit pour l'instant met son veto, puisque c'est comme l'Union européenne, il faut l'unanimité. Donc, pour le moment. Voilà, donc Erdogan a mis pour l'instant son veto parce qu'il veut notamment que la Suède, qui recueille des dirigeants du PKK, ce parti du Kurdistan turc, que Ankara considère comme des terroristes et qui ont fait des morts avec des attentats. Donc tant que le gouvernement suédois n'aura pas extradé ses dirigeants, Erdogan va mettre son veto. Donc je vois pas très bien la Suède en train d'extrader ces gens-là. Donc il y a quand même un petit phénomène de blocage. Deuxièmement, cette affaire de Suède et de Finlande, c'est une vieille lune parce que les dirigeants suédois et finlandais, et surtout les armées suédoises et finlandaises, depuis des années souhaitaient en fait entrer dans l'OTAN. Pour des raisons historiques auxquelles je ne vais pas m'étendre, ils ne le pouvaient pas vraiment, mais il y avait quand même des coopérations étroites en fait. Et puis bon, c'est des pays qui font partie de l'Union européenne. Donc je ne suis pas absolument certain que ça va complètement changer l'équilibre. Du moins, sauf si l'OTAN a commencé à installer des missiles en Carélie ou à Rovaniemi dans le haut nord, dans la Laponie finlandaise. N'oubliez pas que c'est une voie de passage entre Arkhangelsk et l'océan Atlantique. Donc s'il y a vraiment, si l'OTAN a une posture extrêmement agressive vis-à-vis de la Russie, je crois que Poutine a dit d'ailleurs qu'à ce moment-là, il réagirait. Alors, espérons que ça n'ira pas jusque-là. Moi, j'ai un peu l'impression que les États-Unis et l'OTAN essayent d'entraîner la Russie dans une espèce de nouveau Vietnam, un truc où les Russes s'enliseraient, etc. Mais je ne suis pas du tout certain que les Russes vont se lasser avant le camp occidental. Je vois par exemple hier que la Commission européenne, finalement, elle a plié devant Moscou, c'est-à-dire qu'elle a, avec ce qu'on appelle en américain un face-saving device, quelque chose pour sauver la face, voilà, les grands opérateurs de gaz vont acheter du gaz en roubles. Alors il y a toute une usine à gaz, c'est le cas de le dire, pour camoufler, qui vont verser ça en euros à une banque qui va te changer en roubles, etc. Mais enfin bref, au total, la Commission européenne a plié. Il y a un moment à partir duquel on arrive aux réalités. Et au moment même où nous parlons, l'euro est en plein effondrement de nouveau vis-à-vis du rouble. L'euro est tombé aujourd'hui à 61 roubles pour un euro. Je rappelle qu'au pire moment le 24, fin février ou début mars, on était monté à quelque chose comme 120 ou 130 ou 140 roubles. Et là, l'euro ne cesse que de dégringoler vis-à-vis du rouble, au point même que le rouble n'a jamais été aussi fort vis-à-vis de l'euro depuis plus de 5 ans. Donc M. Macron nous expliquait au mois de mars que la monnaie dévissait en Russie, c'était la catastrophe. Non, pas du tout. Il y a des réalités économiques qui s'imposent derrière. Alors maintenant, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer. Il y a tout un narratif, en tout cas, qui est faux, qui fait croire que Poutine serait, vous savez, il a toutes les maladies du monde. Il est Alzheimer, il a Parkinson, il est Asperger, il a un cancer du sang, il a un cancer du cerveau, enfin, je veux dire, c'est incroyable tout ce qu'il a, ce pauvre homme. En réalité, moi, quand je l'entends, c'est quelqu'un qui est implacable, quelqu'un qui défend les intérêts de son pays. Hein, c'est pas mon ami, d'ailleurs, il s'en fout complètement de ce que je peux dire. Mais je veux dire, c'est quelqu'un qui gère son pays de la façon dont les Russes souhaitent qu'il soit géré. Parce que je suis absolument certain qu'il a 80% des Russes derrière lui. Et d'ailleurs, il y a des gens qui rêvent s'il était tué, mais il y a même des ministres qui ont évoqué directement cette hypothèse, mais il serait remplacé par d'autres. Il ne faut pas croire que c'est la maison. C'est presque pour les Russes, je pense en ce moment, presque une guerre de civilisation.
conformément d'ailleurs à la théorie du choc des civilisations. C'est-à-dire que n'oubliez pas que le poids de l'Église orthodoxe, du patriarche Kirill par exemple, qui est d'ailleurs un ancien agent du KGB, comment dirais-je, Poutine est allé voir le 23 février, la veille même de l'invasion, et l'Église orthodoxe bénit d'une certaine façon cette guerre. On est un petit peu, c'est un autre univers. C'est un peu l'univers mental de nous du temps de Napoléon III, si vous voulez, où il y avait le mélange de l'armée et de l'Église. Donc nous, ça nous paraît quelque chose de très étonnant, mais vu de Moscou, l'Occident, en règle générale, est une espèce de lieu de perdition, d'empire du mal. Ils le disent carrément. Donc il ne faut pas croire du tout que ça va s'arranger et que la Russie va accepter d'être battue. Moi, ce que j'espère, c'est que il va y avoir en Occident des gens qui vont prendre la mesure des choses et puis arrêter, calmer le jeu et mettre tout le monde autour d'une table. Normalement, à mon avis, tel que c'est parti, je pense quand même qu'il va y avoir une partition de l'Ukraine. Je ne vois pas que la Russie se retire maintenant. Parce que plus ils ont dépensé d'argent, plus il y a eu de morts d'hommes, de Russes, et moins ils auront envie de relâcher les prises de guerre qu'ils ont faites. Je pense que c'est ça. N'oublions pas non plus que la Pologne peut gagner une partie de l'Ukraine qui appartenait historiquement à la Pologne du Grand-Duché de Pologne-Lituanie. Même la Hongrie a un petit quelque chose à faire valoir. Donc il est possible que l'Ukraine, finalement, se désintègre. Je voudrais aussi dire à ce propos, s'agissant de la guerre, c'est que même si c'est totalement, comment dirais-je, scandaleux de dire ce que je vais dire dans les médias mainstream, mais Poutine, il a fait quoi? Encore une fois, je suis pas là pour le défendre, mais Poutine, il a fait quoi? Il a fait une intervention militaire en envoyant l'armée de terre, avec des chars, voilà. Donc pourquoi il a fait ça et pourquoi ça a donné le sentiment de pas avancer très vite? C'est parce que je pense qu'il a, quoi qu'on en dise, voulu minimiser le nombre de morts civiles ukrainiennes. Quand on compare ça avec l'attitude des États-Unis en Irak, par exemple, les États-Unis, c'était du carpet bombing. À 10 km d'altitude, on balance. Le résultat, c'est que là, il y a certainement quelques milliers de morts en Ukraine, notamment des civils, ce qui est atroce. Bien sûr. Mais en Irak, le bilan, c'est 500 000 morts, avec des centaines de milliers de morts de femmes et d'enfants. Et je pense qu'il y a quand même, et quand on porte un jugement sur ces questions-là, on devrait bien mettre en regard. Et il y a eu je voudrais dire ce dernier mot, vous avez vu ce lapsus extraordinaire de George W. Bush, qui a reproché, il a parlé devant l'Institut George Bush de Dallas au Texas, c'était avant-hier, je crois, et il a fustigé Poutine en dénonçant une décision prise par un seul homme, une décision brutale et totalement injustifiée, qui est l'invasion de l'Irak. Oups. Et puis, oups, il a dit, je veux dire de l'Ukraine. C'est incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme qui doit avoir 75, 76 ans, il est ravagé peut-être, et je l'espère, par le remords, par la conscience, comme disait Victor Hugo, dans son poème La Conscience, l'œil était dans la tombe et regardait qu'un. Monsieur George W. Bush est responsable de 500 000 morts civiles en Irak. Voilà. Et donc, même si Poutine, encore une fois, je ne lui donne pas un blanc-seing du tout. J'ai d'ailleurs été le tout premier à condamner l'invasion en Ukraine, mais il faut être juste dans l'appréciation que l'on porte sur les événements du monde. Et je pense que quelqu'un qui veut vraiment le bien des gens, qui veut vraiment la paix, qui veut vraiment qu'il arrête les boucheries, eh bien, il devrait dire arrêtez. On va arrêter de traiter les Ukrainiens comme des boucliers, en fait, pour les appétits de l'OTAN. Voilà. Merci beaucoup, François Asselineau. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, de partager, de commenter cette émission pour l'aider à se propulser sur cette merveilleuse plateforme que nous adorons tous, YouTube. Non, je plaisante. À la semaine prochaine.